époustouflant ici. Je me trouve à Varengeville. Alors Varengeville, c'est le village de la lumière qui a inspiré de nombreux artistes, des poètes, des musiciens, mais bien sûr aussi des peintres, dont le fameux Georges Braque, l'inspirateur du cubisme. Varengeville, c'est aussi le 8e village préféré des Français. Alors, avec tous ces arguments, si vous n'avez pas envie de vous perdre dans les ruelles de ce village, je comprends plus rien, moi. Varengeville, un petit village de moins de 2000 habitants. Et pourtant, il est connu dans le monde entier. Et ce, grâce aux nombreux peintres qui sont venus le croquer depuis le début du siècle. C'est Alison, une Anglaise d'origine totalement passionnée par le village, qui me racontera cette belle histoire d'amour. Puis je ferai une halte au Pays des Fées, le Bois de Moutier, où Antoine nous expliquera ce chef-d'œuvre botanique. On l'apprécie bien, la petite bicoque. Maison On parle pas de cette maison comme ça. Et pour finir, je descendrai par les Valleuses pour rejoindre Alison, qui me présentera à Michel, un pêcheur amateur de moules et de crevettes. Il m'initiera à cette activité 100% varangevillaise. Oh, si ça, c'est pas de la belle crevette. Je vais attendre de te cuire pour te manger. Je vais retrouver tout de suite Alison, ma nouvelle amie. Well, I hope so, my new friend. Well, otherwise it's gonna be hard because, you know, like, I don't know. J'ai rendez-vous avec Alison, qui est une Britannique totalement passionnée par la ville de Varengeville. Et j'imagine qu'elle va me transmettre sa passion. Hein. Ah, c'est vous! Bonjour. Enchanté, Alison. Enchantée. Bienvenue à Varengeville. Merci, merci, ça commence bien, sous le soleil. Exactement, mais oui, vous avez de la chance. Hein. Oui, dites-moi, Alison, vous êtes britannique? Oui, je suis britannique d'origine, oui. Et vous êtes arrivée ici il y a combien de temps? Je suis arrivée en France en 73 et à Varengeville en 77. Et vous êtes retournée vivre en Angleterre après? Non, je suis toujours restée ici. Mes enfants sont nés ici, j'étais à l'école ici, j'ai fait toute ma carrière de prof ici. Ça a été le coup de foudre avec Varengeville? Ah oui, on est venu par hasard, mais on était très contents d'y rester. Et puis, j'adore ce village, il y a toujours plein de choses qui se passent et puis c'est vraiment bien. Il y a quelque chose de romantique ici? Oui, les gens disent que c'est un petit peu de l'Angleterre, donc peut-être c'est pour ça que je me suis habituée bien ici, mais parce que les gens disent avec le verdure, les jardins et tout, c'est un petit peu de l'Angleterre. Un village de 1080 habitants, connu quasiment dans le monde entier, voilà, notamment grâce à ses peintres. Oui. Ça, on le connaît un petit peu, mais moi, ce que je voudrais découvrir, c'est votre Varengeville. Oui, d'accord. À travers votre regard, je veux découvrir ce village qui est, malgré tout, connu dans le monde entier. Mais oui, chaque fois qu'on va dans un musée, on peut voir un tableau de Monet ou Pissarro qui montre Varengeville. Donc c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de villages auxquels on peut dire ça. En fait, à part Auvers-sur-Oise, il n'y en a pas beaucoup. Mais non. Mais moi, je veux bien vous emmener. Alors allons-y, tout de suite, je suis impatient. Hein. Bon, mais c'est bien. Par là, par là? Par là, on va passer par là. Par là, ok, on y va. On voit les arbres, tout ça. Il y a beaucoup de nature, en fait, ici. C'est le caractère. C'est charmant ici. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est quand vous êtes arrivé dans un petit chemin comme celui-là que vous êtes dit « Ah, on est où précisément ici, Alison ?» On arrive sur la route de l'église. Donc c'est un peu le musée mâle de Varengeville où on a beaucoup de maisons où habitaient les artistes. Donc, et notamment les peintres. Et les peintres surtout, mais bon, il y avait d'autres. Là, il y avait Raoul Camuset, artiste normand. Et ici, c'est la maison, presque la maison la plus ancienne de Varengeville. Hein. Elle date de quelle époque? Au XVIe siècle. Ah, d'accord, XVIe siècle. Et c'est une maison de ferme, ça s'appelle la Marque Annuelle. Est-ce qu'il y a eu dans cette maison un illustre propriétaire? Propriétaire, non, mais locataire. Il y a eu Félicien Cacan, qu'au début des années 1900, a loué la maison avec ses enfants, qui a fait sa femme, sans doute, et qui a fait beaucoup de tableaux. Et il a vécu ici jusqu'à 1926. Deux de ses enfants sont morts de la tuberculose. Il y a une épidémie de tuberculose. Mais vous allez me parler de peintres qui ont quand même des happy end? Oh, mais oui. Ok, on va en trouver. On va en trouver, okay, on va continuer. Il y avait aussi une ambiance artistique. Déjà, les peintres se trouvaient entre eux. Il y avait tout un sorte de bouillon de culture qui faisait qu'ils aimaient bien peindre.
Donc, voilà la maison que Joan Miro a occupée. Celle-là? Oui, en 1939. Il a fait 2 tableaux, Varangeville 1 et Varangeville 2. Et les figuratif ou abstrait? Comme Miro, abstrait. Voilà, avec ses grosses taches noires voilà, et rouges. C'est ça. Et puis les constellations, il a imaginé à Varangeville. Et il y a peu de villes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir autant de grands peintres qui sont venus. Voilà, je pense. Un petit village. Les cabanes de douaniers, parce qu'on avait 2 à Varangeville, étaient peintes par Monet. Et il a peint plusieurs fois chaque cabane. Mais les cabanes de douaniers, ils étaient faits pour que les douaniers regardent la mer pour voir qu'on n'apportait pas de contrebande quand il y avait la guerre avec l'Angleterre. Ah tiens. Donc, voilà la cabane de douanier. Ah, ça c'est pas la reproduction de la vraie cabane d'époque. Ah non. C'est cette fameuse cabane, enfin cet emplacement où se trouvait une cabane de douanier et c'est ce que Monet peignait régulièrement en fait. C'est ça. Ça l'inspirait. On revient dans le passé, on se met à la place de Monet. Où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il se mettait et comment il travaillait pour pouvoir croquer justement ce paysage incroyable? Bon, il a fait plusieurs tableaux de cabanes de douaniers. Je pense qu'il était souvent de l'autre côté de la Valleuse et qu'il a peint avec la cabane douanier. Il a peint l'église aussi de ce champ-là. Il y a une chèvre? Ah oui. Comment ça se fait qu'il y a une chèvre? Mais c'est l'écoupâturage. Bonjour. Voilà. Voilà. Je vais monter, moi, forcément. Waouh! C'est incroyable comme endroit. Waouh! Avec le marais qui descend. C'est beau, hein? Oui. Il y a une sacrée vue ici, hein? Ah oui, c'est beau. Hein? Alors cette église, elle est de quand? Une partie de l'église plus ancienne date du XIe siècle, et puis cette partie-là a été ajoutée au XVIe siècle. Ah, d'accord. Donc la partie plus ancienne est en silex et cette partie-là est en grès. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose, un autre trésor à vous montrer. Ok. Donc, je veux bien découvrir le trésor alors. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'anachronisme quand même dans les vitraux dans cette église. Ah oui. Ça, c'est d'époque. Mais alors ça, par exemple, celui-là? Le vitrail de Braque. Ah, c'est Georges Braque. Georges Braque. Et le vitrail du Bac, qui a été préparé en 1954, était refusé. Parce qu'à ce moment-là, on ne mettait pas de vitraux modernes dans une église ancienne. Et c'est quand Malraux était ministre de la Culture que Braque a dû lui dire, parce que Braque avait une maison ici, mais où est passé mon vitrail pour Varangeville. Et Malraux a cherché et il a trouvé le carton et ils ont décidé de le mettre. Donc en fait, il a été mis en place en 62, juste un an avant la mort de Georges Braque. On est vraiment dans l'abstrait complet, hein? Je pense que c'est la mer avec la ligne de falaise et après c'est le ciel monte avec un énorme arbre, un tronc massif avec 3 niveaux de branches et les branches ressemblent à des barques. Ah oui, c'est vrai. Et ici, Braque, il a fait toute une série de tableaux sur les barques. Et si vous regardez la forme de verre dans les barques, ça ressemble au galet de notre plage. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous avez raison. Donc, chaque barque représente 14 générations. Donc, 42 générations entre Abraham et la naissance de Christ. Ah, incroyable. Et de toute façon, Braque, il n'a fait que 5 vitraux. Et on a 4 à Varangeville. Ça, c'est la sépulture de Georges Braque, il y a son nom d'ailleurs. Et sa femme Marcel. Mort en 1963. Voilà, et puis sa femme 2 ans plus tard. Braque a vécu 30 ans à Varangeville. C'est pour ça qu'il est enterré ici, et puis c'est pour ça qu'il a donné le vitrail. Hein. Cette mosaïque qui est là, elle est de lui? Oui, c'est lui qui a fait le dessin, je pense, pour son tombeau. Hein. Bon, il a quand même déjà une tombe assez imposante, on ne peut pas l'arrêter. Et surtout, vue sur la mer, c'est pas mal quand même. C'est magnifique, oui.
Sauf que, c'est vrai. est-ce qu'il n'y a pas un problème ici, concrètement? C'est-à-dire que là, si je comprends bien, juste derrière, il y a la falaise. Avec l'érosion, on est sur un site menacé, vraiment, Oui, non? oui, mais il y a deux menaces. Il y a le parti mer ici, hein, donc le parti falaise, parce qu'avant, le cimetière allait beaucoup plus loin. Et quand Sainte-Valerie est venue ici au 7e siècle, la mer était 1 kilomètre. 1 kilomètre? 1 kilomètre, oui, oui, oui. On perd environ 40-50 cm par an, en moyenne, le long de la côte. Hein. Donc, la mer était beaucoup plus loin. Donc ça veut bien dire qu'il faut se dépêcher pour visiter ce site. Voilà. Hein, parce que Mais dans oui. quelques années, peut-être que ce cimetière et l'église juste là n'existeront plus. Bon, bah je sais tout maintenant sur la vie, l'œuvre et la mort de Braque. Ah, bah oui. Je vais continuer ma balade, je crois. Oui, oui, si vous voulez. Et puis, on peut se retrouver plus tard pour faire une partie de pêche. Ah, ça me dit bien. Je vais vous présenter à Michel. J'ai rendez-vous avec Antoine, l'arrière-petit-fils du fondateur du parc du Bois des Moutiers. Un site exceptionnel, comme vous le voyez, où on a regroupé des centaines d'espèces végétales venues du monde entier. Avec Antoine, je vais découvrir cette merveille botanique. Bonjour Antoine. Enchanté. Enchanté. Je peux tutoyer? Bah, avec plaisir. Alors Antoine, ce site, quand on y arrive, il y a vraiment une impression de sérénité. Dans les jardins, puisqu'on arrive par les jardins. Quelle est l'histoire de ce site précisément? Ah, c'est une histoire qui est merveilleuse, qui commence par, en 1898, avec l'arrivée de mes arrière-grands-parents, qui décident de s'installer ici à Varengeville, qui est un site exceptionnel. Et l'idée était d'essayer de créer un lieu d'harmonie, un lieu de beauté. Oui, parce que ces jardins, ils ont une particularité. Déjà dans la région, j'imagine que c'est un site unique. Oui. Il n'y en a pas d'autres des sites comme ça, des jardins comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment, quel esprit ils ont voulu donner à ce jardin? Déjà, c'était d'essayer de trouver, de créer quelque chose qui soit uni, une espèce d'unité entre la maison et les jardins. Vous avez les jardins d'un côté, puis vous avez un grand parc de l'autre côté qui, lui, est en conversation avec la mer. Voilà, donc tout est une histoire de conversation ici. Est-ce qu'on peut converser avec le parc? Est-ce que moi je peux converser avec le parc? On va essayer. Alors là, on est dans le jardin blanc, mais ensuite on va aller dans le jardin entre les murs. Là. Alors le jardin blanc, parce que évidemment toutes les fleurs sont blanches. Le blanc pour l'enfance, c'est ça? Ouais, c'est la symbolique de la pureté, évidemment, l'enfance. Et ça veut dire que donc le début de la découverte de ce jardin, c'est toujours par ici, par l'enfance, c'est ça? Il semblerait que quand on commence à décrypter un petit peu toutes les symboliques de cette grande perspective, ce grand chemin initiatique, que le début est là avec la naissance, l'enfance, notre vie d'homme, etc. Ah d'accord. Donc ça c'est le parcours initiatique. Et qu'est-ce que ça nous raconte, les symboles qu'on peut trouver ici? Donc ici, on est dans le jardin de notre vie d'homme, un carré, un cercle, la matérialité, la spiritualité, et puis un cheminement qui est l'opus incertum, qui représente le chaos. Ah notre oui, vie d'homme d'accord. est traversée par un chemin chaotique. En général, les gens sont d'accord là-dessus. Oui, je suis d'accord. Et puis ici, on a une forme, elle, qui est extrêmement harmonieuse, une forme géométrique, qui Ouais. se concentre, qui est dynamique, qui vient chasser ce chaos, avec les cinq éléments. Besson avait fait un film qui s'appelait Le cinquième élément, et en fait, le cinquième élément, c'est donc on a la terre, le feu, l'eau et l'air, et le dernier élément, c'est l'amour. Ah ok. Voilà. Donc c'est cette idée de planter une graine d'amour, et ensuite, ça va chasser le chaos. Je pense qu'on en aurait bien besoin aujourd'hui. Je suis d'accord. On va la faire germer plus loin, la graine Ouais, c'est d'amour? pas mal. Mes grands-parents étaient versés dans la spiritualité, mais en même temps, c'était des gens qui étaient ancrés dans la réalité. L'idée, c'était, je pense que mon arrière-grand-mère devait être un peu perché, mais c'était quand même des gens qui voulaient créer un jardin. Quand on crée un jardin, on a les mains dans la terre. L'idée, c'est que dans cette affaire-là, je pense que c'est important d'être à la fois en haut et en bas. Il faut être ancré, parce que sinon, quand on est trop d'un côté ou trop de l'autre, ça va pas. C'est toujours une question d'équilibre. C'est vrai. C'est l'osmose. C'est l'osmose. À la base, déjà, l'idée, c'est que mes grands-parents avaient la conscience que les végétaux, ce sont des êtres vivants qui ont de la mémoire, communiquent entre eux, peut-être essayent de communiquer avec nous depuis longtemps. Donc, ils n'ont pas juste utilisé des végétaux pour créer de la beauté, comme des pigments pour un peintre. Ils ont aussi utilisé des végétaux avec cette idée que potentiellement, ces végétaux peuvent nous aider à grandir. Là, ton explication me permet de mieux comprendre le jardin et de voir aussi quelle est son utilité. Au-delà d'un bel endroit où on a envie de se promener. Il y a une autre dimension, un autre niveau de lecture. Et puis de vibrer avec le lieu. C'est toujours une question de vibration et d'énergie. On continue à vibrer. On y va. J'ai l'impression qu'on est déjà un peu plus dans un jardin à la française.
Non, mais déjà, à l'origine, c'était un potager. Hein. Il faut imaginer une immense potager entouré de pommiers, des palissés, etc. Ce jardin, lui, a été créé il y a une vingtaine d'années par ma mère. On en a fait une roseraie. Mais moi, j'ai un projet pour l'avenir de retrouver un potager pour pouvoir justement allier les fleurs, les légumes, etc. Faire les choses comme autrefois pour que les visiteurs puissent à la fois sentir une plante, toucher une pêche, se rendre compte que la texture d'une feuille de rosier et de pêche, c'est quelque chose d'assez semblable, qu'il y ait des parfums, qu'il y ait des passerelles, il y a des conversations entre tout ça. Donc ça me plaît bien. On n'est pas que dans la spiritualité, on est dans la sensualité, dans la matière aussi. On n'est pas que dans l'esprit ici. L'idée, c'est qu'on fonctionne avec des sens. Donc le truc, c'est de réouvrir nos sens. Ce lieu, c'est un lieu qui invite au recueillement, à la spiritualité. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont venus ici? Est-ce que ça a été un lieu de vie aussi, vraiment? Est-ce qu'on a fait la fête ici ou pas? Alors la fête, je sais pas, mais c'était un lieu de vie, ça c'est clair. Alors par exemple, qui est-ce qui est venu ici? Déjà, avant qu'ils ne viennent, ils ont choisi Varengeville parce que Varengeville est un lieu qui est pourvu d'une lumière extraordinaire, avec des paysages qui sont complètement atypiques. C'est la raison pour laquelle Monet est venu ici, on s'en rend pas compte, mais Varengeville était un des grands sites impressionnistes du monde. Il y avait un architecte qui s'appelait Paul Nelson, qui était un architecte américain, qui était le grand copain de Miro. Mais Miro venait pas tout seul, il venait avec ses amis, avec Picasso, avec Calder, Kandinsky, etc. Donc ici, précisément, Picasso, Calder, Kandinsky sont venus? Ah oui, mais quand même. Mais beaucoup d'autres. Et les musiciens, par exemple? Mais on sait que tous ces artistes venaient dans le coin. Et donc, comme le Bois des Moutiers était un lieu, une sorte de salon, un lieu où on se rencontrait, on a un écrit dans le Potomac de Cocteau qui parle de son arrivée au Bois des Moutiers. Mais on sait que Satie venait beaucoup à Dieppe, que Debussy venait ici, Roussel est enterré au cimetière de Varengeville. Donc il y avait toujours une sorte d'aéropage d'artistes, à la fois peintres, des écrivains, des philosophes, des musiciens qui venaient ici se nourrir de ce lieu, converser. C'était vraiment l'esprit de cette époque. En fait, c'est un petit peu un aimant ce lieu ici, non? Moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les lieux qui sont très chargés attirent les artistes, parce que les artistes résonnent à une certaine fréquence qui est extrêmement subtile, fine, et les artistes sont attirés par des choses qui sont par la beauté évidemment, mais aussi par peut-être des choses qu'on a plus de mal à quantifier. On va découvrir autre chose alors, on continue? On va aller voir dans le parc. Ah, allons-y. Waouh! Et le chien qui nous suit, là, peut-être que lui aussi il aime bien cet endroit. Qui s'appelle comment? C'est le cercle des fées. Un côté assez magique. C'est magique. Une butte avec des ifs. Les ifs sont des arbres qui sont très durs, très durs, qui ont une symbolique, je crois, de longévité. Parce qu'ils poussent très lentement aussi. Voilà, exactement. Et les théosophes, donc mes grands-parents, croyaient aux fées. Ah. Donc leur grand rêve, c'était d'essayer de les observer. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Ça, on ne le dit pas. Alors peut-être que la création à la base était pour observer, comme tu disais, les fées, mais peut-être qu'il y avait un autre objectif derrière. De trouver un lieu justement où on peut se sentir serein, calme. Peut-être que c'est ça, rencontrer les fées, non? C'est se rencontrer soi-même et puis certainement, effectivement, avoir un lieu peut-être de méditation, puisque ça donnait à la méditation. Et puis c'est aussi, d'un point de vue plus formel, une sorte de transition entre les jardins et le parc, une sorte de porte. On appelle ça la porte du parc. Donc on passe ici avec ces espèces de colonnades, on pourrait être presque dans un temple, et on passe dans le grand parc qui est, lui, extrêmement naturel. On y va. On l'apprécie bien, la petite bicoque. Maison on parle pas de cette maison comme ça, attention. T'as vu ces cheminées qui sont comme des bras qui tendent vers le ciel? Le conseil qu'on peut donner aux visiteurs qui sont dans la région, c'est de venir voir ce site à quelle période de l'année? Alors nous, on est ouvert pendant 8 mois tous les jours, parce que un jardin, pour nous, c'est beau toute l'année. Et donc l'attrait de ce jardin, l'intérêt de ce jardin est beau toute l'année, puisque vous avez non seulement des floraisons toute l'année, mais vous avez aussi tout un intérêt architectural, à la fois donc de l'architecture je dirais minérale, mais aussi de l'architecture végétale du parc qui a été conçu pour être un tableau vivant, avec des transparences, des ouvertures, des masses, des couleurs. C'était une super visite, j'ai adoré.
Et je pense que je vais revenir un jour ici par moi-même. Je dois aller à la plage, mais avant, j'aimerais bien découvrir un autre endroit de ce site. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, écoute, moi, ce que je te propose, c'est aller partir dans le parc à la découverte, puisque c'est aussi une partie importante du lieu, découvrir les différentes atmosphères. Tu vas aller voir, tu vas te balader au Brésil, tu vas te balader dans l'Himalaya, etc. Et tu vas retrouver ensuite la plage. Ok. Ça va? Bon, si on se retrouve pas ici, on se retrouvera au Brésil ou ailleurs. Hein, mais plaisir. je reviendrai ici. Au revoir. Merci Antoine. J'arrive dans une forêt tropicale en fait. C'est incroyable. Oh là là. Bon, je dois retrouver Alison qui m'a fait visiter le village. Sauf que cette fois-ci, c'est une partie de pêche que je vais faire. Et la chance que j'ai, regardé. C'est incroyable comme ce site. Une valeuse, la valeuse de Vasterival. Il n'y a pas plus monumental pour arriver à la plage. Alors ici, on prend beaucoup plus la mesure du gigantisme des falaises parce que on prend du recul et en fait, voilà ce qu'on a. On se rend compte aussi qu'à certains endroits, il y a eu des éboulements, des effondrements. Et c'est aussi pour ça que la petite église que j'ai visitée tout à l'heure, elle est vraiment menacée. Hein. Ah, ils sont là-bas. Ah, j'en ai un. Ah, on est bien ici. Hein. Vous trouvez qu'on est bien ici, madame? Vous venez ici tous les soirs? Oui, accompagner mon mari. Ah, d'accord. Il pêche. Il pêche? C'est lui qui pêche? Oui. Oh, je vais le retrouver. Je crois que j'ai une partie de pêche de prévue. J'arrive! Je retire mes chaussures! Tiens, on se retrouve. Ça va depuis tout à l'heure, Alison? Ça va bien. Bonjour. Bernard, Nicole. Alors, qu'est-ce qu'on pêche ici, Alison? Mais là, ils ont été à la pêche au bouquet, les grosses crevettes roses. Hein, et puis, Bernard, on a trouvé quelques-uns. Ah, je peux regarder? Oui. Alors, voilà. Oh! En combien de temps, ça? Oh, 1 heure. En 1 heure? Oui, ça, Il y en ça a fait ça, une 1 heure. cinquantaine, en fait. Oui, à peu près, oui. Mais on se plaint dans pas mal de régions de France qu'il n'y a plus rien dans l'eau. C'est pas le cas ici. Oh non, non, non. Il y a des crevettes, il y a des bouquets, il y a des tourteaux, il y a des étrilles. Ah bon, d'accord. Donc, Moules normalement, Il y a Alison... des bigorneaux. Les moules aussi. Ah, il y a les moules aussi. Bah oui, bah oui. Ah oui, oui. Moi, j'avoue, j'ai une petite préférence pour les crevettes. Donc, si on peut pêcher de la crevette, ça m'arrange. Ah, mais c'est Michel qui pêche la crevette. Michel, c'est le spécialiste, hein, Voilà, c'est ça? c'est le spécialiste. Voilà, Michel. Tiens, je te présente Alors, Vincent. qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il a trouvé? De la crevette De la crevette. grise. C'est la petite crevette grise. Hein. Est-ce que... Petite brise. Et alors, les crevettes grises, vous les pêchez avec une épuisette comme ça, c'est ça? Ça Avec s'appelle un pousseux. un pousseux. Ouais, Parce qu'il faut racler le fond du sable? ouais, oui. Moi, j'ai toujours été persuadé que les crevettes, ça vivait dans des milieux où il y avait beaucoup d'algues. Comme ça, elles peuvent se cacher. Oui, les bouquets. Ah, les plus gros alors, en Les fait. plus gros, là, les grosses crevettes, on appelle ça nous des bouquets, c'est des crevettes, c'est la famille des crevettes. Hein, quoi. Mais ça, c'est la petite crevette grise qui vit on a dans la mer, sur le sable. Et alors là, si je la relève, Ouais. qu'est-ce que ça va donner? Hop. Oh j'ai même un poisson. Est-ce que les crevettes d'ici, Michel, c'est les meilleures du monde ou pas? Exact. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Les crevettes de Varangeville, c'est les meilleures du Ah, monde. c'est les meilleurs, Donc, oui. si vous venez par ici, globalement, bon, c'est sûr qu'il faut essayer. Ça serait dommage de passer à côté de ça. Est-ce qu'il y a des spécialités ici vraiment à base de crevettes? Parce qu'on en trouve beaucoup des crevettes. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui doit être régulièrement mangé, cuisiné. Bah, vous nous, les on faites mange comment? Naturellement, soit au courbouillon ou à la poêle. Tout simplement, quoi, Tout en fait. simplement. Pour garder le goût de la crevette. Oui. Oh, belle prise là. Ah, c'est pas mal, hein. Oh, elles sont quand même transparentes en fait. Hop là. C'est ça, c'est pas de la belle crevette. Je vais attendre de te cuire pour te manger. Montrez-moi ce que vous avez pêché dans votre besace. En peu de temps, hein, quand même. En combien de temps? En 10 minutes? Ouais, Un quart d'heure? Ouais, ouais. En un quart d'heure, à Varangeville, on peut pêcher autant de crevettes. Là, il y a quoi? 80 grammes, 100 grammes au 100 moins? grammes, oui, oui. Vous avez attrapé quelque chose? Regardez, regardez, Alison.
Est-ce que vous avez trouvé? Bon, alors, Oh là ok, là. c'est pas une pêche Ah, mais miraculeuse. oui. Non, mais non, mais on vous a arrivez tout au de même, mauvais hein. moment. Normalement, j'en avais 4 kilos à l'intérieur tout à Oh, l'heure. oui, Le oui, pousseau, oui. il était rempli. Ouais, Il était rempli. Et voilà, maintenant, je me trouve avec une seule Ah, mais c'est crevette. pas mal. Eh, c'est pas bien, mal quand même. Et C'est d'accord, pas si mal, peu de temps. Vous voulez? Hein Ah, mais j'aime pas Puis elle manger est belle, cru. hein. Vous l'avez mangé cru. En si peu de temps, dis J'aime bien cuit. Il hein. a des belles, hein. Là, je suis surpris, là. hein. Pas mauvais, quoi. C'est salé. Patrick, il a fait pareil hier. C'est salé, c'est un goût très léger, un peu noisette. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mauvais du tout. C'est Hein. ça? Ah, mais- Bon, bah super. c'est une Michel, nouvelle. merci. Vous avez fait de moi un amoureux du pousseux. C'est bon, je suis convaincu. Merci beaucoup, Alison. De rien, Je vous fais la bise quand merci à même. vous. Oui. C'était une super rencontre et une très belle visite. Bon, C'est merci. sûr qu'ici, un jour, je reviendrai. Il faut revenir. C'est ça À qu'il bientôt, faut bonne revenir. pêche. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci bien. Voilà, c'est l'heure du coucher de soleil et c'est l'heure aussi pour moi de vous quitter dans ce décor exceptionnel. Regardez, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à découvrir ou à redécouvrir Varengeville. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'émission sur la page Facebook Histoire de se balader ou évidemment sur le site france3.fr. À très vite, ciao.